Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à la table ronde sur la laine de mouton. Donc moi je m'appelle Jean-Marc Gollard, je travaille au Parc naturel régional de Lorraine et on fait partie du collectif Biosourcé Grand Est depuis la création, notamment grâce au travail qu'on a pu faire avec les acteurs autour de la valorisation de la laine de mouton locale. Donc quand on m'a demandé d'animer cette table ronde, j'ai pas demandé aux participants de faire des PowerPoint parce que je l'ai vu ce matin déjà dans les personnes qui sont venues me voir. En fait, il y a beaucoup de questions. On est sur une filière qui est relativement naissante ou nouvelle. Donc moi j'ai préféré privilégier le témoignage des acteurs qui font le travail au quotidien et puis de laisser ensuite la place et le temps pour vous pour poser les questions que vous souhaiteriez poser pendant que les intervenants sont là. Donc moi j'ai juste prévu de faire de chapitrer un petit peu les questions. Donc je vais demander aux intervenants de se présenter, leur entreprise et leur initiative autour de la laine. Ensuite leur principale réalisation est celle dont ils sont le plus fiers. Vous verrez qu'il y en a pas mal. Et puis pour finir, notamment sur ce qui nous intéresse encore beaucoup, comme je vous disais, c'est une filière naissante. Quelles sont les perspectives pour la filière, puis les défis qui se dressent devant nous pour l'avenir. Donc si ça vous convient, on va chapitrer un petit peu comme ça, à peu près par 3 fois 15 minutes, puis comme ça on vous laisse 15 minutes pour les questions. Donc je te laisse commencer, Frédéric, pour vous présenter, te présenter l'entreprise et puis voilà. Merci, votre travail Jean-Marc. autour de la laine. Frédéric Noiset, je suis éleveur de moutons à 30 km d'ici. Et il y a 8 ans, on s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire avec notre laine. Tout simplement parce que la laine, quand il n'y a plus de marché asiatique, il n'y a plus de marché. Et encore aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, de la laine, suivant les qualités de laine, ça vaut entre 10 et 30 centimes. Donc notre projet, ça a été pendant 4 ans de voir ce qu'on pouvait faire avec notre laine et de la rémunérer de 2,50 € à 3 € au lieu des 30 centimes. Alors pourquoi ce prix-là ? Simplement pour payer les gens qui travaillent la laine, le tondeur, les gens qui sont sur le chantier. C'est pas pour s'enrichir, c'est pour que ça devienne pas plus une charge. Donc pendant ces 4 ans, on a regardé nos laines et nous, à titre personnel, on a décidé de transformer notre laine en feutre. Alors vous allez me dire, il est complètement hors sujet parce qu'on est là pour le bâtiment, on n'est pas là pour les vêtements. Ce que je veux vous expliquer, je vous ai présenté 4 articles, ça rejoint les qualités techniques aussi que vous retrouvez en bâtiment. Donc là, actuellement, des semelles toutes simples, ça coupe les ponts thermiques dans les chaussures. Je ne vais pas expliquer ça plus longtemps. Les chaussons, faut être pieds nus pour être bien au contact de la laine par rapport à la peau. Une peau lainée, et ça, une peau lainée, c'est reconnu apaisant pour les bébés. Mais pour des grands bébés comme nous, c'est très bien aussi. On a aussi une cliente qu'on met une parce qu'elle est obligée de se réalité la journée pour éviter les escarres. Ce que je suis en train de vous présenter, c'est pas une gamme de mode ou autre, c'est une gamme pour présenter les qualités techniques de la laine qu'on va retrouver aussi en bâtiment. Ça, c'est un chapeau. Si vous êtes maso, vous vous promenez toute la journée sous la flotte et le soir, vous avez les cheveux secs. Parce que la laine, c'est isolant et c'est déperlant. Et en plus, c'est très léger. Donc on fait aussi une gamme de vêtements comme ça. Ça pèse 6 à 700 grammes. Et c'est toujours isolant et déperlant. Là où je voulais en venir, c'est parce que notre laine, et après les 2 intervenants d'après vont arriver sur le sujet, il faut qu'on la présente. Et je vous cache pas, depuis quelques années, j'ai été très mauvais vis-à-vis de 2 publics, j'espère qu'il y en a dans la salle, et que je serai un peu moins mauvais aujourd'hui, c'est les designers et les architectes d'intérieur, parce qu'ils ne connaissent pas la matière. Et quand on connaît pas la matière, ça fait peur. Et on a beau leur expliquer que le feutre, c'est bien sûr c'est un isolant thermique, mais c'est surtout un isolant phonique au niveau de l'amélioration de l'acoustique. Et en plus, ça fixe les particules fines. Donc vous améliorez votre ambiance d'intérieur. Voilà, moi j'en serai pas plus long pour l'instant. Je passe la main à un jeune éleveur qui m'a succédé, c'est mon fils. Bonjour à tous, Virgile Noiset. Donc moi je vais être un peu moins long. Donc lui éleveur ovin. Juste pour remettre le point. Et donc la laine actuellement est achetée 30 centimes du kilo. Et il faut savoir qu'un mouton ça produit 5 kilos de laine par an.
environ, et que juste le tondeur, il nous coûte 3 € la tête. Donc ça reste une charge pour l'éleveur, alors que c'est une fibre naturelle renouvelable avec de nombreuses qualités techniques naturelles, et c'est dommage de la mettre pour le moment à la poubelle plus qu'autre chose. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis pas le dernier des fils. Pour pas que ce soit une réunion de famille, je suis venu, voilà. Donc je suis éleveur à 300 km d'ici en Moselle, éleveur de moutons aussi, 900 brebis sur une exploitation qui fait que ça, voilà, tout à l'herbe, en bio, avec mon épouse et un salarié. Et puis j'ai été président du syndicat ovin de Moselle pendant une dizaine d'années, donc je représentais les éleveurs de la Moselle. Et puis j'ai eu la piqûre de la laine suite au programme des filènes, effectivement, que Jean-Marc a évoqué tout à l'heure. C'est un programme Interreg, très enrichissant puisqu'il dépassait les frontières de la Lorraine, Belgique, Luxembourg, Allemagne. Et en fait, la problématique de la laine, Frédéric l'a très bien dit, c'est que aujourd'hui 90% de la laine va en Asie, et les Chinois, ils sont plus malins que nous, ils font la plus-value sur l'achat de la matière première parce qu'ils ne la payent pas cher, et puis après ça revient sous forme de produits manufacturés où ils refont la plus-value. Et donc l'idée, on s'est structuré face à ce constat, on s'est structuré pour redonner de la valeur dans nos exploitations, de la valeur ajoutée. Moi j'y tiens, si. C'est pour aussi ramener un peu de revenus dans nos exploitations, parce que quand on la paye 15 centimes et qu'aujourd'hui nous on va la proposer à 2,50, il y a un peu de plus-value qui revient dans les fermes, qui revient aussi sur les territoires. Et donc on s'est structuré pour aujourd'hui monter une usine alors qui est orientée plus sur la fabrication de feutres, parce que c'est quelque chose qui n'existe plus, en tout cas pas sur le modèle qu'on a imaginé en France, et également sur la production d'isolants. Alors l'isolant s'est greffé un petit peu en parallèle sur le projet et sur le business plan, parce qu'au départ, en 2018, sur les premières études de marché, on nous avait dit l'isolant on n'y allait pas, tout le monde y allait, tout le monde s'est cassé les dents, enfin bon bref. Et en fait, avec Jean-Marc, on a continué à travailler ça, avec le CETELOR notamment, l'Université du Textile à Épinal. On a continué à travailler, à développer des panneaux isolants, aujourd'hui du flocon, et en fait, on se rend compte que à l'heure où on se parle, on a une petite longueur d'avance parce que le monde a évolué, la vision des choses a évolué aussi. Je pense que être éco-responsable, c'est significatif aujourd'hui, et c'est un terme fort dans la société d'aujourd'hui qui n'était pas forcément le cas il y a encore une dizaine d'années. Et on sent bien que le lien avec l'environnement, le lien avec le naturel, le biosourcé a vraiment de l'intérêt, et en tout cas sur l'isolant, on sent bien qu'il y a un attrait. Donc on a fait tout un travail sur du panneau et sur du vrac, sur le flocon. On pourra peut-être échanger tout à l'heure, je vais peut-être pas tout dire, mais on a aussi développé la fibre en textile, Frédéric l'a dit, mais on sait faire aujourd'hui sur les laines haute qualité, parce qu'il faut aussi savoir que toutes les races de moutons ne produisent pas la même qualité de laine avec les mêmes propriétés. Donc certaines races sont plus dédiées à l'isolant, d'autres races sont plus dédiées au monde de la mode avec le fil et la haute couture. On travaille avec des designers, voilà, donc c'est aussi intéressant. Et on a des laines encore de moins bonne qualité qu'on peut valoriser sous une autre forme, qui peut être un feutre de paillage. Vous avez juste à regarder par la fenêtre là, puis vous allez voir que quand on plante des haies, aujourd'hui il y a plein de plastique par terre. Et puis le plastique, il reste. Et puis il finit dans l'eau, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que un des enjeux, c'est quand même les microparticules de plastique dans l'eau qu'on boit, faut le savoir. Et ça vient aussi de ce qu'on met à même le sol. Donc on est en train de développer une gamme de feutres qui peut servir aussi sur du sous-plancher dans la construction, parce que effectivement, c'est phonique et thermique, faut le savoir. C'est un matériau très léger, voilà, et aussi en espace vert, voilà, puisque c'est biodégradable, et en plus on va renourrir le sol avec des particularités intéressantes, puisque c'est riche en azote et en phosphore. Voilà. Donc très brièvement, je ne veux pas être plus long, mais après moi je veux bien que ce soit interactif avec la salle. Oui, ce sera interactif. On se donnera justement le temps de le faire. Juste avant de vous demander, c'est quoi un petit peu, depuis que vous travaillez à la revalorisation de ces laines, les réalisations dont vous êtes le plus fier? Je voulais juste vous faire la transition avec une petite anecdote. Hier, on était en jury avec des étudiants de l'école d'architecture de Nancy. C'était complètement pour autre chose. C'était pour une maison du parc naturel, une maison à Colombage, qui est justement située pas loin de chez Stéphane. Voilà, les étudiants ont planché dessus avec un scénario minimaliste et un scénario maximaliste. Et les étudiants étaient tout gênés en disant mais le scénario maximaliste, déjà on n'y croit pas.
Et moi, je leur ai dit, le tout premier projet qu'on a fait autour de la laine de mouton, c'est une petite commune de Meurthe-et-Moselle, même pas 200 habitants, 0 entreprise, donc voilà, au niveau des finances, vous avez compris, pas grand-chose, quoi. Et le maire est arrivé en disant, ouais, il faut que je change ma chaudière au propane, parce que ça me coûte les yeux de la tête, faut que je réisole, enfin voilà, c'est une catastrophe acoustique et thermique, c'est celle des fêtes, faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai entendu parler de votre histoire sur la laine, donc on est parti d'un premier devis à 30 000 €, et au final, rénovation globale de la salle des fêtes avec accès PMR, c'est aussi une question importante aujourd'hui, rénovation, soufflage sous comble en laine de mouton, isolation par l'intérieur avec les panneaux muraux de Moselaine, pour un projet à 2 millions d'euros. Donc voilà, c'était juste pour dire que des fois les idées les plus folles ou les scénarios qui peuvent paraître un petit peu maximalistes ou un petit peu déconnants ou de rêveurs, des fois ça marche quand même. Donc voilà, la transition sur vos quelques réalisations un petit peu emblématiques ou dont vous êtes fiers autour de la laine. Une chose dont on est fier, c'est qu'on a gagné un prix de l'innovation sur un salon professionnel hôtellerie, restauration, boulangerie. Donc là, on se dit qu'on n'est pas complètement à côté de nos pompes. C'est un étui à bouteille qui fait que quand vous sortez une bouteille, pas obligatoirement de champagne, mais ça peut, 2 heures après, elle est toujours fraîche. Et comme cet étui, il est naturellement isolant, il n'y a pas besoin de le remettre au congélateur. Ça veut dire qu'avec un étui, vous tenez toute une soirée plutôt que d'en avoir 2 dans le congèle. Donc, ça peut paraître un petit objectif, mais je dirais qu'à partir du moment où c'est reconnu par des professionnels, on commence à y croire. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que je vous ai une partie de tout ce qu'on fait, on le fait avec 6 couturières locales. C'est-à-dire qu'on utilise leurs compétences, leur qualité de travail, puis leur imagination pour sortir toute une gamme de travail. Et ça reste à notre toute petite échelle de l'exploitation, mais je pense que Stéphane va développer après le projet Moselaine qui est très, très important. C'est de la valeur ajoutée nos moutons, ils sont à 30 km d'ici et nos clients, ils sont là aussi. Et nos couturières, elles sont là aussi. Oui, moi la plus grosse satisfaction, alors il y en a plusieurs, mais bon, la plus grosse, c'est quand même d'avoir su fédérer, je pense, beaucoup d'acteurs autour d'une structure qu'on a imaginée et mis en place le 1er juillet 2021, et c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui s'appelle Moselaine. Donc on a démarré, je vous ai laissé quelques slides là si vous êtes intéressés. On a démarré vraiment à 10, 11 avec un salarié. L'idée c'était 10 éleveurs, voilà, on s'est mis autour de la table, on a imaginé une structure commerciale, coopérative, et l'idée c'était de se dire on se prend en main et aujourd'hui l'outil on va le mettre en place. On va restructurer un peu la filière, on va remettre un maillon en place et on va reprendre la main un petit peu sur tout ça et on va arrêter des conneries. L'Asie, il y en a marre, voilà, et on reprend la main sur la plus-value et sur cette matière qui est noble, qui pousse naturellement, sans engrais, sans pesticides, et qui est prélevée sur le dos de l'animal dans le cadre de son bien-être. Trouvez-moi un matériau qui remplit tout ça. Pas beaucoup. Donc, on a repris vraiment les rênes. Aujourd'hui, on est 130 à l'échelle du Grand Est. 130 éleveurs. On a un projet à 3,4 millions. Il y a 3 millions d'investissements et 400 000 d'ingénierie, bureau d'études, accompagnement. Et le projet donc sur l'usine de feutre, que j'évoquais tout à l'heure, plus de l'isolant. Et le projet a pris un autre virage encore et une autre dimension il y a à peu près 2 ans, puisque je suis dans le secteur, alors les plus âgés, ça va leur parler, les plus jeunes peut-être moins, mais où on produisait les chaussures Bata. On avait l'usine Bata qui est exactement sur ma commune. 2500 salariés encore il y a 20 ans en arrière, plus un salarié depuis 20 ans. Donc on a 40 000 mètres carrés de bâtiments qui sont devenus pour la plupart friches. Et on a été identifié à un moment pour redonner un peu de vie à ce site et redynamiser cette friche. Alors au début, c'est encourageant. À un moment, ça devient démotivant parce que c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup de la rénovation. D'une, ça coûte cher, et de deux, c'est énormément de la dépollution. Pour faire court, c'est tout ce qui est dépollution, c'est un enfer. Mais derrière, l'histoire est tellement plus belle, puisque moi, il me plaît souvent de dire que ce monde agricole qui est trop souvent décrié injustement, il sait aujourd'hui s'organiser, proposer des choses sur le territoire, créer de l'emploi,
il y aura une dizaine d'emplois quand même directs, sans compter les emplois indirects. Et proposer des choses avec une dynamique territoriale comme ça, je trouve que c'est juste ça, c'est une grosse fierté, une grosse réussite pour le monde agricole, pas personnel, mais vraiment pour le monde agricole. Et je l'ai dit à la foire de Châlons il y a 2 ans quand on était sur la filière, quand on a signé le plan filière régional, c'est que quand j'entends agribashing, eh ben je réponds Moselaine. Voilà, il n'y a pas d'autres mots à dire. Et ça, c'est vraiment la satisfaction. Après, il y a plein de choses, mais c'est vraiment la plus grosse des satisfactions. Très bien. Donc avant de passer sur la phase de un petit peu de perspective et de défis pour la filière, peut-être parce que la vie des projets fait que, comme le disait Stéphane, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois il y a des moments plus ou moins faciles. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés pour justement la valorisation de cette laine de mouton locale? Moi, je reviendrai sur le fait de convaincre. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'on a passé 4 ans pour voir ce qu'on pouvait faire avec une fibre de laine, on l'a étudié dans tous les sens. On a étudié qu'effectivement, il y avait à peu près 50 races de moutons en France et qu'il y avait 50 qualités de laine différentes. Et pour résumer, ça, on en a convenu tous ensemble avec des techniciens, des ingénieurs. Il n'y a pas de mauvaise laine, il n'y a que des laines mal utilisées. C'est-à-dire qu'on a aussi un collègue qui fait de la literie, il ne veut qu'une race de mouton, parce que demain, si on vous vend un matelas qui 15 jours après c'est une crêpe, ça va pas. Donc c'est aussi toujours insister sur ce fait des éléments techniques de cette fameuse fibre naturelle. Et puis après, c'est convaincre, et les premiers qu'on a eu du mal à convaincre, c'est nos collègues éleveurs, parce que quand ils se sont dit, lève la partie là-dedans, ça y est, la laine, ils doivent la fumer, quoi. Et donc on nous a laissé 4 ans gratter. Au bout de 4 ans, on s'est jeté à l'eau. Et puis aujourd'hui, quand on commence à dire à des éleveurs, enfin des fournisseurs de matières premières, ça pourrait être complètement autre chose. Votre laine sur le marché international, elle vaut 30 centimes. Demain, on va vous la rémunérer 2,50 €. Ça commence à causer, sachant que, et sans vouloir être trop long, quand vous sortez une matière de chez vous qui vaut rien, demain, elle sortira encore de moins bonne qualité. Ce qui veut dire que nous, on est en train de faire un travail de formation pour trier de la laine. On va accepter certains systèmes d'élevage, pas d'autres, parce qu'il y en a qui sortent une plus belle laine. Donc, si vous voulez, il y a encore du boulot. Ça y est, on y est. Mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Et ça serait trop beau de dire à tous les producteurs de laine de la région, de dire, écoute, de 30 centimes, tu vas passer à 2,50 €, bravo. Non. De 30 centimes, tu restes sur le marché et puis tu as 3-4 ans de stock chez toi, ou tu passes à 2,50 € et tu choisis ton tondeur, tu choisis ton système d'élevage, tu choisis la façon de tondre, de trier la laine, de la stocker. Donc c'est un travail très collectif. Tout à l'heure, ça a été présenté sur la paille. Quant au volume de paille qui sont sur la région, aujourd'hui, de la laine, pour l'instant, on a du stock et on peut déjà faire quelques mètres carrés de feutres et de bâtiments. Je vais laisser la parole à Virgile pour parler aussi. On fait de l'éco-pâturage, on fait des choses comme ça. Et aujourd'hui, les gens chez qui on fait de l'éco-pâturage nous demandent du paillage qu'on était économiquement incapable de proposer il y a 3-4 ans, qu'on espère pouvoir proposer prochainement. Oui, pour moi, le gros travail encore à faire, c'est, on va dire, de l'éducation, enfin, de la pédagogie pour réexpliquer à tout le monde ce qu'est vraiment la fibre de laine, parce que quand on parle de laine, souvent aux gens, ils nous disent, à part que ça gratte, ils nous disent pas grand-chose. Donc, c'est vraiment remettre ça au goût du jour et redonner les connaissances à tout le monde des qualités techniques. Ouais, c'est ça, c'est faire. Il faut rééduquer nos éleveurs, enfin même nous. Hein. Enfin, moi, je le dis souvent. Le premier, j'ai été formé pour faire des kilos d'agneau et pas des kilos de laine. Hein. Et c'est vrai que c'est un autre métier, une autre facette du métier, pas un autre métier, mais une autre facette. Et tu l'as dit justement, Frédéric, c'est que quand ça vaut rien, on fait un petit peu moins attention que quand ça a un petit peu de valeur. Donc le fait d'aujourd'hui ramener un peu de valeur sur la laine, ça fait un petit peu le déclic qui manquait aux éleveurs pour dire tiens, on va quand même s'y intéresser et on va faire ça dans les meilleures conditions. Alors quand on dit dans les meilleures conditions, hein, c'est juste qu'on recentre les choses, c'est que il y a des éleveurs qui tournent pas forcément sur du béton, voilà, au propre, il y a un peu de paille, il y a un peu de
de pollution végétale. Voilà, c'est surtout ça, hein, les conditions de travail. Hein. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec... parce que je veux pas qu'il y ait de raccourcis avec les conditions animales ou quoi. C'est que pour nous, la qualité de laine, c'est moins il y a de débris végétaux dedans et puis pas de saleté, donc pas de crotte, pas de choses comme ça. Donc c'est ça la qualité du chantier et le tri vient vraiment là. Et en fonction du produit qu'on va faire ou la destination de la laine, le tri est plus ou moins pointu. Pour un isolant, un panneau isolant comme celui-ci, alors vous avez un petit échantillon. Hein. Alors c'est juste pour vous montrer le ressort du panneau quand même. Ça revient toujours à sa place. Ça c'est du Texel, laine Texel. Et pour faire un produit comme celui-ci, c'est vraiment un tri succinct qui prend pas beaucoup plus de temps dans le chantier, qui freine vraiment pas c'est vraiment on enlève certaines parties de la toison bien identifiées et derrière on peut faire une bonne valorisation en isolant. Sur le feutre de paillage, c'est la même chose. Sur le feutre, sur l'isolant en flocon qu'on a là en vrac qui a circulé. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui sentait, ça sent pas. Hein. C'est le premier réflexe de chacun. Hein. C'est quoi, non, parce qu'elle a été lavée, donc rassurez-vous ça. Mais c'est un des premiers réflexes, je vous ai observé, parce que c'est un des premiers réflexes, ça, et ça gratte. Alors là-dessus, pour que ça gratte, vous savez ce que j'ai fait l'année dernière? J'ai fait une piscine à laine. On existait piscine à paille, j'ai fait une piscine à laine à une manifestation à mon village. Là, les gamins, ils ont passé 2 jours dedans. Hein. Il n'y en a pas un qui s'est gratté. Hein. Et je vous garantis qu'il faut aussi faire redécouvrir la matière, en fait. Parce que y a des préjugés. Quand on achète un bonnet, les chaussettes, c'est ça. Oh là là, ça gratte. On les a encore pas mis, qu'on sait que ça gratte, quoi. Et la piscine à laine, c'est un super outil, voilà. On a mis ça en place et les gamins s'éclatent là-dedans. Et c'est une façon de rééduquer aussi nos gamins et de les réconcilier un petit peu avec ce produit, avec cette noble matière. Alors les difficultés, attends, parce que je parle. Les difficultés, au-delà de l'éducation des éleveurs, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est toutes les normes. Voilà, on l'a évoqué, je pense que je l'ai entendu tout à l'heure, mais notamment sur le bâtiment, l'isolation et autres. C'est quand même compliqué. Voilà, sur le flocon, on a déposé, on est en train d'élaborer un ATEX, on a eu les derniers résultats CSTB, les derniers essais. Et quand je vois le parcours du combattant, les moyens financiers, on n'a pas vendu 1 gramme de flocon, on a déjà foutu 64 000 balles là-dedans, quoi. Voilà. Bon. Alors heureusement, on est aidé, hein. Faut quand même le dire, nos partenaires financiers, et notamment la région, nous aident, heureusement. Mais quand je vois le temps, l'énergie, le côté financier et autres, waouh, faut être motivé quand même. Hein. Faut être motivé là-dessus. Alors, on a des partenaires qui nous aident. Hein. Les collectivités, on entendait parler. Les gros chantiers qu'on a, c'est avec les collectivités. La dernière livraison de panneaux isolants, elle s'est faite avec la communauté de communes de mon territoire, Sarrebourg-Moselle-Sud, qui a commandé 100 000 € d'isolants pour redistribuer dans les différentes communes du territoire, avec un appui de l'agence de l'eau. Donc voilà, on arrive à aller chercher des financements. Mais sans ça, c'est compliqué. Hein. Et on a d'autres programmes. On a aussi un président du département de Moselle qui est très convaincu. Alors je vous avoue que c'est le nom aussi de la société, hein, Moselaine. Il est très attaché à la Moselle. Donc ça fait 10% de subvention tout de suite. Mais je veux dire, il nous aide aussi pour les collèges. Ils ont un programme de réhabilitation des collèges, de reconstruction et de construction et de rénovation. Et c'est vrai qu'on travaille avec des grosses boîtes, hein, Bouygues Construction, FH Construction qui est venu il y a 15 jours. Et parce qu'on leur a imposé la laine, c'est un peu ce que j'ai entendu tout à l'heure. À un moment donné, quand c'est imposé, ils s'y intéressent. Et nous, ça nous aide aussi parce que ça nous permet de mettre le doigt sur des choses qu'on n'avait pas imaginées. La FDES, je pense à la FDES l'année dernière. Bouygues Construction nous dit, il me faut la FDES. C'est quoi ça? C'est 14 000 €. Voilà. Donc on a fait la FDES, notre FDES est finalisé. Ça n'avait pas été fait sur la laine. Alors quand c'est pas fait, on est hors enfin voilà, on n'est plus bactère. Et en fait, le travail, tout est à refaire en fait. Sur cette matière qui est noble, il faut tout refaire. Il faut tout refaire parce qu'on s'est tellement désintéressé de ça que tout est à refaire. Et en termes de normes, c'est vrai que c'est assez compliqué et très très onéreux. Voilà. Juste avant de vous redonner la parole pour le mot de la fin avec quelques perspectives positives et surtout répondre à vos questions, juste vous dire que il y a une brochure dans les éditions qui sont réalisées par la Réal Grand Est autour des matériaux biosourcés qui existent sur la laine de mouton. Donc vous verrez un petit peu de manière plus tranquille si vous le parcourez. Voilà,
toutes les valorisations matières possibles, textiles, feutres, isolants, literie, etc. Vraiment tout ce qu'on peut faire avec la laine en Grand Est. Donc ça, c'est important. Et puis je voulais juste dire un petit mot pour dire aussi l'apport que ça nous donne en fait d'être dans le cadre du collectif Biosourcé Grand Est. Que moi, à la base, je suis pas du tout du domaine du bâtiment. Même avant 2016, avant de travailler sur la laine de mouton, je n'y connaissais rien. Je l'avoue très humblement. Et du coup, d'être dans le collectif Biosourcé, ça nous donne vraiment une ouverture. Déjà sur d'autres matériaux, savoir placer les bons matériaux aux bons endroits, être en contact avec des professionnels du bâtiment, les architectes qui sont aussi nos bons prescripteurs. Hein. Nous, on est des architectes qui ont fait des chantiers chez eux, qui le proposent dans les communes, qu'on peut accompagner. Donc vraiment un grand merci à eux. Les bureaux de contrôle, les bureaux d'études en lien avec le bâtiment. Donc nous, c'est vraiment, ça nous fait progresser. Et je pense que c'est une œuvre collective, quoi. Si à un moment tout le monde ne tire pas un petit peu dans le même sens, vous le voyez, vous connaissez ça, c'est votre quotidien. Il y a beaucoup de normes, c'est quand même très complexe. Donc si à un moment en plus on tire pas tous dans le même sens, ça marche pas tout simplement. Et donc moi je dis merci aux membres du collectif, puis à ce collectif d'exister, puis qui nous permettent de continuer à avancer. Chacun sans se faire concurrence en fait. Juste pour non, mais je finis pas. C'est juste pour rebondir sur ce que dit Jean-Marc, puisque moi je crois beaucoup au mélange des fibres en fait. Hein. On est tous en train de vanter les qualités de chacun de notre côté, de nos filières et de nos produits, mais je crois vraiment beaucoup au mélange de fibres. J'en veux pour exemple ce qu'on a réalisé sur notre commune, hein, l'isolation extérieure en laine de mouton, on n'aurait pas pu la faire si on l'avait pas imaginé avec de la laine de bois en finition et autres. Voilà. Et je crois que la vérité, elle est là en fait. Elle est pas et l'importance de se retrouver tous ensemble dans l'interfibre, je trouve ça fondamental. Et d'ailleurs, c'est Moselaine, je vais le dire aussi, on a monté, on est chef de file sur un appel à manifestation d'intérêt. Auquel on a répondu interfibre interrégional. Hauts-de-France, Grand Est, Normandie, avec le chanvre, le lin et l'ortie. Et parce que, alors pourquoi? D'où c'est venu cette idée? C'était d'une, les mélanges de fibres, important, et de deux, gaspillage financier. Chacun fait ses petites études de son côté, c'est les mêmes études. Les collectivités, on n'a pas eu de mal à les convaincre qu'à un moment donné, il fallait un petit peu rationaliser ça, massifier tout ça, et au lieu de faire 3 études sur 3 filières, faisons une étude un peu générale et après déclinaison, faut décliner les spécificités, et voilà, on va tous gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Voilà, et c'est ça l'interfibre qu'on monte, hein, d'ailleurs on l'a appelé comme ça. Et il y a encore de la place, hein, s'il y en a qui veulent nous rejoindre. Mais c'est hyper enrichissant parce qu'on va aussi bien sur du compost, là sur l'ortie, on va sur de la fibre, sur le lin, on a beaucoup de choses à faire dans le textile, voilà. Donc et sur l'isolation aussi, on a beaucoup de choses à faire. On n'en a pas parlé, mais il y a un thermoliant là-dedans qui me gêne beaucoup, quoi. Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est obligé de l'avoir. Hein, c'est du nappé, hein, c'est des nappes qu'on lie entre elles et qu'on passe au four. Donc le produit, il est biosourcé à 85%. L'idée, c'est d'aller à 99%. Alors il y a le 1% qui manque, c'est l'antimite, parce que les mites, elles aiment bien la laine, et ça, on n'y dérogera pas. Et pour avoir toutes les garanties, il faut l'antimite. Donc c'est le 1%. Par contre, le reste, on peut naturellement avoir un produit biosourcé à 99%, notamment avec du chanvre. Voilà. Donc il y a des réflexions et il y a des ponts absolument qu'il faut qu'on mette en place. Du coup, la parole est à vous. Oui, bonjour. J'avais une petite question concernant le nombre d'exploitations. Vous parliez de 130 exploitations dans le Grand Est. Est-ce que vous connaissez le nombre d'exploitations total Je dirais une centaine par département en moyenne. En ovin, hein, je parle. Voilà. C'est à peu près le chiffre moyen. On est un peu plus là sur la Moselle, Meurthe-et-Moselle, on est autour de 100. Alors quand je dis c'est pas un nombre d'exploitations, c'est un nombre de détenteurs d'ovins de plus de 50 brebis, donc dimension professionnelle, qui se déclarent à la PAC. Sur la Moselle, on a 130 éleveurs, Meurthe-et-Moselle à peu près pareil. Voilà, il y a des départements où il y en a un peu moins, mais en moyenne, je pense qu'on peut faire une moyenne de 200 par département. Il reste un peu plus de 300 000 brebis sur la région Grand Est.
Oui, donc il reste quand même pas mal d'exploitations qui pourraient vous rejoindre. Oui. Mais enfin, c'est une bonne question parce que on l'a identifié quand on a monté les statuts. Ça. Moi, je suis agriculteur, je suis éleveur de moutons. En plus, on sait ce que c'est que les suiveurs. Il y a les meneurs et les suiveurs dans la vie, c'est comme ça, malheureusement, enfin ou heureusement, j'en sais rien. Et donc, on a identifié dans notre cycle 7 collèges. Et dans les collèges éleveurs, il y en a 2. Il y en a un, c'est les membres fondateurs, c'est ceux à qui on va garantir ces 2,50 €, et il y a les suiveurs, qui seront en apporteurs de laine, qui viennent pas tout de suite, on leur a laissé la porte ouverte, par contre ils n'auront pas 2,50 €. Ils auront le prix que les autres auront défini au moment où ils vont rentrer. Donc c'est, voilà, on l'a prévu, mais vous avez raison, on a réuni 130 éleveurs en 1 an et demi là quand même. On a fait tous les départements, on a été prêcher la bonne parole, mais il en reste encore un bon nombre qu'on pourrait convaincre. Mais beaucoup sont attentifs. Enfin, moi, tous les jours, j'en côtoie. Quand est-ce que ça se met en route parce qu'on a de la laine, on viendra peut-être. Viens déjà tout de suite, quoi. Voilà. Et après, à côté de ça, on a des éleveurs qui enfin, des petits détenteurs, pas des éleveurs. J'ai des détenteurs de 10 brebis qui symboliquement viennent prendre une part dans la société parce que voilà, c'est ouvert aussi à la société civile. On a un collège société civile, c'est ça le modèle coopératif. Et en fait, l'idée c'est de rassembler un maximum de personnes. On a des collèges qui vont, parce que bon, sur les 510 000 € de capital qu'il faut rassembler, il y a la moitié qui va être sur les collèges agricoles et l'autre moitié sur les autres collèges. On a les collectivités qui ont pris 50 000 € chacune. Les deux Comcom, et puis derrière on a des privés qui veulent rentrer. J'ai le parc Sainte-Croix, tiens, pour vous que ça doit parler. Le parc Sainte-Croix chez nous, il est à 10 km de chez moi. Parc Sainte-Croix va rentrer au capital, le directeur rentre en privé et le parc va rentrer aussi. Et l'idée c'est pas d'aller chercher 100 000 € chez une personne, c'est plutôt d'aller en chercher 1000 chez 100 personnes. Enfin, ouais, je veux dire, c'est ça le truc. C'est la société collective, elle est là, l'intérêt il est là, quoi. Bonjour messieurs. Tout à l'heure vous parliez de la qualité de laine, donc qui dépendait de la brebis en elle-même, de la race de la brebis. Est-ce qu'il y a autre chose qui influence la qualité de laine? Son alimentation, est-ce que vous les bichonnez un petit peu plus qu'avant ou Le plus, ça serait de dormir avec eux le soir. Non, je rigole. Vous voulez savoir comment un mouton en bonne santé? L'un des premiers facteurs, vous regardez de loin sa laine. Si vous voyez que de loin la laine est belle, direct vous savez que le mouton est en bonne santé. Après, un mouton qui est pas en bonne santé fera de la mauvaise laine. Et notamment, c'est très intéressant au moment de la tonte. Quand on a la fibre, on peut quasiment voir les effets climatiques d'une année sur la longueur de la fibre de laine. Exemple simple, les canicules, je touche du bois pour le moment, il n'y en a plus trop, mais quand on a eu par exemple 2022, quand vous avez 15 jours, 3 semaines de canicule, alors une fibre de laine, ça peut mesurer jusqu'à 5 cm, vous verrez, il y a 1 cm qui est moins beau que le reste. Donc, un expert en laine, il vous repère aussi quand la brebis a mis bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur la fibre de laine, il y a eu un stress naturel. Et après, pour insister un peu sur la qualité de laine, on s'est aperçu aussi que sur la toison du mouton, il y a des parties qui sont plus fines que d'autres. Alors, il y a des races qui sont beaucoup plus fines que d'autres, toutes les souches Myrénos, mais vous avez aussi, par exemple, les épaules qui sont les parties où il y a la plus fine. Donc, demain, Stéphane le disait, on va avoir des produits, entre guillemets, standards, isolation, feutre de paillage et tout ça, mais demain, on ira ça. Parce qu'aujourd'hui, on a rencontré, ce qu'on a eu l'occasion en interne, je dirais en profession, de rencontrer des acheteurs de laine qui achètent de la laine sur les 5 continents. Alors ils savent déjà plus qu'il y a de la laine en France, donc ils savent encore moins qu'il y a de la laine de qualité. Ils veulent même pas l'entendre. Et en plus, ils vous claquent à la gueule que de toute façon le marché de la laine c'est 20 centimes, il n'est pas question de faire mieux sur la laine française. Donc on lui a répondu simplement qu'il en aurait pas, alors il commence à se gratter un peu la tête quand même. Parce que ça, on vous parlera peut-être pas beaucoup de ces produits-là, mais aujourd'hui on commence à sortir des bonnets, des chaussettes avec des fabricants locaux qui s'intéressent aussi à avoir, dans leur production locale, une matière première locale. Mais je sais pas, vous vouliez peut-être développer la question ou on a répondu? Non, si vous avez répondu, la question était aussi de savoir si vous avez modifié votre façon de travailler du fait que vous commenciez à fabriquer de la laine isolante et puis de la laine textile.
qu'est-ce que vous avez changé de votre façon de travailler finalement? On va dire que quand la laine était réservée au marché d'Asie, on tondait, on prenait la toison, boum, on la met dans le sac, c'est prêt à monter dans le camion. Maintenant, les retraités ont un petit poste sur les chantiers de tonte. Ils ont une table. Chaque toison, une fois que le tondeur est fini, est posée sur la table. On analyse la toison. Toutes les parties souillées et sales, on enlève. Une toison, pareil, parce que c'est comme nous les humains. Hein, sur 100 humains, il y en a bien un qui sera malade. Donc sur un troupeau de 700 brebis, vous avez forcément des animaux malades. Ces toisons-là, on les écarte. Et donc on fait vraiment un tri sélectif pour... que la laine soit de la meilleure qualité possible. Sur les pratiques d'élevage aussi, puisque on a mécanisé les exploitations et l'utilisation de la pailleuse. La pailleuse, c'est une machine qui projette la paille au-dessus, bien souvent au-dessus des brebis, hein, quand elles sont dans le box, et qui, là, je parlais de pollution végétale, c'est ça, quoi, en fait. La fibre va se poser sur la laine et accumuler avec les poussières et autres. Et en fait, là aussi, il faut peut-être pousser. Enfin, il y en a certains. Moi, j'ai une dérouleuse, elle fait pas de poussière, rien du tout. Mais d'autres collègues poussent les moutons d'un côté, paillent, les ramènent après. Voilà, c'est des petits ajustements en fait. Il y a un moment donné, c'était systématique. Voilà, on gagne du temps, on va vite et tout. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de valeur derrière. S'il n'y a pas de valeur derrière, on s'en préoccupe pas. Après, quand on commence à réfléchir, tiens, là, ça commence à faire 10 fois le prix si je mets de la paille sur le dos ou pas. Bon, ça fait un peu réfléchir, quoi. Mais oui, il y a des ajustements. Et puis chez certains, c'est par exemple la tonte, c'est peut-être mettre une bâche, arrêter de tondre sur de la paille, quoi, tout simplement parce que il y en a, ils ont de la laine de qualité et ils polluent leurs animaux au moment du chantier de tonte. Et c'est quand même une aberration. Alors quand on leur explique ça, ils comprennent. C'est pas le souci, c'est qu'ils se sont jamais posé la question, c'est tout. Hein. Merci. Bonjour. Vous parliez que vous élevez des moutons pour la viande. Est-ce que les espèces à viande font de la bonne laine? Il n'y a pas une dichotomie des usages. Tout le monde ne se tire pas la bourre entre eux. Non. Par exemple, la race historique ici, c'est l'Île-de-France. Donc l'Île-de-France, quand ils ont créé la race au début du 19e, c'était à base de moutons mérinos. Parce qu'il faut bien comprendre que le mouton a été domestiqué pour la laine, hein, pour le pour s'habiller ou pour le confort de la maison. C'était pas pour le manger à la base. Hein. Mais ça, je parle d'il y a 4000 ans en arrière. Et le mérinos a été très prisé à un moment. Il était importé d'Espagne. Et donc toutes les races qui sont issues de ce genre de moutons ont des très bonnes laines. Donc, pour finir de répondre à votre question, c'est des races bouchères, hein, c'est des moutons très lourds. Et ça, pour rebondir sur ce que dit Virgile, en Mongolie, ils ont encore cette philosophie sur le mouton où derrière, c'est l'exploitation de la laine en feutre essentiellement. Et donc pour les yourtes, la yourte, elle est isolée avec la laine, hein, avec leur laine, et pour l'habillement. Et on a eu, pas plus tard qu'il y a 10 jours, là, on a eu la chance d'avoir l'ambassadrice de Mongolie qui était un événement qui était organisé sur la Moselle, hein, une fête de la laine. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des échanges à un moment donné avec les Est-Haleines Mérinos. La Mongolie est en train de revoir les choses. C'était nationalisé. Aujourd'hui, ils sont en train de privatiser un peu les choses. L'État est en train de relancer un peu les choses, vouloir industrialiser l'exploitation un peu de la laine. Et en fait, on se rend compte que c'était ça au départ, la laine. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, nous on a été formatés à faire des kilos de viande, pas les kilos de laine, alors qu'au début, il y a certainement mon arrière-arrière-grand-père, c'était l'inverse, quoi. En plus, c'est un critère qui est très héréditaire, c'est-à-dire qu'on peut améliorer la qualité de la laine sur la voie mâle, sur le bélier, parce que les béliers ont la chance d'avoir au moins 30 ou 40 femelles pour eux, donc ils peuvent transmettre rapidement. Mais l'intérêt, c'est qu'on ne déprécie pas les autres caractères de productivité, de valeur laitière et autres, en améliorant la qualité de la laine. Pardon, je me permets. Du coup, vos principaux revenus, c'est sur la viande, sur la laine, sur le lait, ou la répartition, la limite, si vous l'avez à peu près de tête, en pourcentage? Alors, nous, on est vraiment un cas typique, pour le coup. Donc, le principal revenu reste la viande, hein, pour le moment. Nous, donc, la démarche personnelle là, des produits qu'on propose, c'est que via des marchés, on a démarré en 2021. Clairement, ça nous a demandé de sortir beaucoup de trésorerie la première année. Et à force de faire beaucoup de marchés, on commence à se faire pas mal connaître dans le coin. Et on va dire qu'il n'y a que en 2023 qu'on a fait une année plutôt correcte.
après ça va que c'est mon papa qui me coûte pas trop cher. Pour être tout à fait transparent, demain il arrête, je n'aurai pas les moyens de continuer cette activité-là et de mettre même un salarié au SMIC sur ce genre d'activité, parce que c'est très chronophage, et c'est beaucoup de week-ends aussi surtout, donc les heures de dimanche et compagnie. Donc non, pour un élevage ovin, que ce soit lait ou viande, son revenu principal, ça sera toujours soit le fromage, enfin ou le lait, soit la viande. Pour le moment, la laine reste globalement une charge pleine sans aucun revenu pour l'éleveur. Parce que je vous dis, rien que le tondeur, il vous prend 3 €, au max vous allez toucher 50 centimes par brebis, donc vous perdez déjà 2,50 € par brebis, et vous n'êtes pas payé, hein. Vous avez juste payé le tondeur. Juste vous donner un chiffre, c'est que sur les années écoulées, là, avec le recul, on a fait quelques chantiers d'isolation et d'autres, donc on a valorisé à peu près, l'année dernière 26 tonnes de laine, l'année d'avant une dizaine, mais l'impact sur les exploitations, on a des troupeaux chez nous assez conséquents, de 1000 brebis, hein, c'est à peu près, on a une quinzaine de troupeaux à 1000 brebis, hein, et à plus même, et sur une troupe de 1000 brebis, ça fait à peu près 2000 € net, en plus sur l'année, quoi, hein, ce qu'on apporte avec la plus-value de la laine, en ayant payé le chantier de tonte. C'est pas anodin, hein, parce que certaines exploitations plafonnent à 10-15 000 de revenus, quoi. Faut se le dire. Donc on amène quand même entre 10 et 20% avec la plus-value là en plus, quoi. Alors qu'on avait une moins-value de 5 000 €. Ah, oui, tout à fait. Ouais. Mais entre 2018, quand il y avait des filènes où on était à 70-80 centimes du kilo, c'est ce que les Chinois achetaient, hein. Et aujourd'hui où on est à 15 centimes, 30, t'as de la chance, mais 15 centimes, quand le marchand vient, parce qu'aujourd'hui le marchand il vient difficile, le négoce en laine, il vient pas chercher chez tout le monde, on est quand même passé de 80 à 15, et nous on a maintenu le cap à 2,50, quoi. Donc ça veut dire que sur les 2000 que j'évoque tout à l'heure, c'est encore plus, quoi, parce que avec la moins-value qui est pas impactée. Je sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, hein. Alors elle devait ouvrir en 2022. Quand on est arrivé en 2022, on m'a dit 2023. Quand on est arrivé en 2023, on m'a dit 2024. Et puis là, on me dit 2025. Non, je plaisante, mais Bata, enfin le fait de réhabiliter, au début dans le business plan, on avait prévu de faire un bâtiment neuf, hein. Donc ça c'était assez simple. Je pense qu'en 6 mois de temps, il était construit, on n'en parlait plus. La réhabilitation, c'est juste un truc de fou entre le PFGE qui intervient sur le clou et le couvert, la Comcom qui intervient sur le reste, et puis nous après derrière. Donc voilà, et on a la bonne nouvelle, c'est que les travaux ont démarré. Ça fait quelques semaines, les travaux ont démarré. On est rentré dans le désamiantage cette semaine-là. Voilà, on a la réunion de chantier demain matin à 10h. Donc c'est des réunions en plus, parce que c'est encore 2 réunions de plus en général par semaine, mais c'est pas grave. En tout cas, là, on est dans le concret. Puis nous, en parallèle, on a déjà acheté les machines, donc on met aussi la pression sur la collectivité en disant on est là. Et en attendant, on vient de récupérer un hall à la pépinière d'entreprise. La Comcom nous met à disposition un hall de 170 mètres carrés pour commencer à aller... parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on va chercher la laine chez les éleveurs quand on a une commande, parce qu'on n'a pas la capacité à stocker, voilà. Et là, la Comcom, avec le hall là, on va pouvoir commencer à aller chercher la laine chez les éleveurs, la trier, la reconditionner et être prêt quand on a une commande. Juste vous donner, on a fait le dernier camion au mois de novembre, on avait la commande d'isolation. J'ai mis 3 mois à ramener la laine de tout le Grand Est, parce que l'idée c'est d'aller en chercher chez plusieurs éleveurs, c'est pas d'aller juste autour, voilà. Donc c'est 3 mois d'organisation, hein. Alors je me sers des coopératives qui nous donnent des coups de main. On a les bergers du Nord-Est ici dans le secteur, voilà. Donc on essaye de massifier un peu les choses. C'est 3 mois. Et ça va pas, parce qu'après il faut l'envoyer au lavage, après il faut la retransformer, après ça, donc c'est 5 mois, ça va pas. Donc on a du stock aujourd'hui de panneaux isolants, ça on sait faire. On a stocké, on a à peu près 2000 mètres carrés de panneaux. On a du stock en laine flocon. Par contre, la matière première, on a décidé de la stocker. On a aussi ouvert une ligne de crédit à la banque pour ça. Voilà, on aura 40 tonnes cette année qu'on va aller chercher chez les éleveurs et reconditionner.
parce que là, on a un bâtiment enfin à la pépinière. Mais le bâtiment, alors pour répondre, parce que j'ai pas répondu, le bâtiment c'est premier semestre 2025. Moi j'ai envie de dire, si on est dedans en septembre l'année prochaine, on aura bien travaillé. Et puis après il y a tout l'aménagement, parce que c'est quand même des machines. La dernière qu'on a rentrée, c'est 36 mètres de long, 8 mètres de large, c'est 4 semis. Enfin, il y a un peu de taf quoi derrière, et donc je pense fin 2025 les premières machines tourneront quoi. Et aujourd'hui, on est capable de livrer tous les produits que vous souhaitez. Dans la FDES, elle a été prise en compte. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi je mets 3 mois? C'est parce que la coopérative vient, quand elle vient chercher des agneaux, au lieu de venir à vide, elle m'amène de la laine. Vous voyez? Donc le camion, aujourd'hui, d'habitude, il fait le voyage à vide. Là, il m'a amené la laine. C'est pour ça qu'on met du temps, en fait. C'est pour essayer de rationaliser tout ça. Parce que le transport, enfin, je l'ai pas dit, mais la laine, c'est très volumineux. Quand on va la chercher chez l'éleveur, elle est conditionnée dans des ballots, on appelle ça des curons, voilà, ça fait 70-80 kilos, 1 mètre cube à peu près, en moyenne 0,8. Et quand vous mettez un camion, dans le camion, vous mettez pas tout à fait 5 tonnes dans un SMI. Bien rangé, pas tout à fait 5 tonnes. Quand on la reconditionne chez nous, qu'on la represse et autres, c'est 12 à 13 tonnes qui repartent. Vous gagnez un camion sur 2 déjà sur le transport. Pour aller à la laverie, c'est 900 balles le camion. Vous allez gagner déjà 900 € à chaque fois. Donc au-delà du bilan carbone, qui me tient énormément à cœur, il y a l'aspect économique. Il n'y a aucun intérêt à faire rouler des camions et des camions comme ça dans le vide ou faire des kilomètres, quoi. Non, mais il y a eu des essais de fait avec les huiles essentielles, on en parlait tout à l'heure. Alors ça fonctionne de ce qu'on a comme retour, sauf que ça fonctionne pas longtemps. Et quand demain on met un panneau de laine dans une cloison, on va pas tout démonter pour le mettre. Donc aujourd'hui le produit, c'est le nom commercial, c'est Elan. Voilà, la matière active, vas-y. Je sens qu'il a... Non, je te laisse faire, Là, c'est la permétrine l'insecticide. C'est le seul qui est autorisé par l'Union européenne. Vous regardez dans les autres produits isolants, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça, dans les autres pays européens, vous voyez les concurrents anglais, italiens, néerlandais, voilà, vous verrez, ils utilisent, enfin en tout cas pour les Européens, ceux qu'on a regardé, ils utilisent ce produit-là. Il y a un petit pourcent, et on est obligé vis-à-vis du CSTB, ben ça c'est important pour les prescripteurs et puis pour les gens qui mettent ça chez eux, on a envie que ce soit quand même isolé pendant quelques hivers. On doit faire des tests de durabilité du produit. Il n'y a qu'un laboratoire qui fait ça en France, qui est dans le Pays Basque. On a fait des tests chez eux. Voilà, ils étudient sur un vieillissement accéléré la résistance du traitement anti-mythes contre le développement des larves de mythes et des mythes en elles-mêmes. Donc dans la laine, là je sors ma science, mais je vous disais, en 2016, je ne connaissais rien sur la laine. En fait, la laine, c'est beaucoup de kératine. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Et en fait, la mythe, c'est un insecte kératophage. Et là... j'ai sorti toute ma science, je suis content. Non mais c'est le sujet sur lequel tout à l'heure je disais on dérogera pas là-dessus. Voici un truc que je veux pas déroger, c'est l'antimita. Franchement, on n'a aucun moyen naturel. Même si on cherche autant sur le thermoliage, on peut trouver des solutions alternatives, géosourcées ou autres. Pour l'instant, sur l'antimite, non. Et quand même un point important, un autre test du CSTB, parmi toute une batterie qu'on doit faire, c'est l'étiquette de qualité de l'air intérieur. On est quand même A+, donc voilà, tout cela bien sûr c'est raisonné, mais voilà, on peut pas s'en affranchir, en tout cas à ce jour. Le risque zéro n'existe pas. Non, mais le vrai sujet, il est là. Normalement, cloisonné, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Mais malgré tout, si demain un souci, on va dire que c'est les mythes et puis qu'il n'y avait pas l'antimite. Enfin, tout ce qui est certification aujourd'hui, de toute façon, si vous n'avez pas l'antimite, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Latex aujourd'hui, sans l'antimite, il n'y a pas latex. Hein. Enfin, c'est même pas, on nous laisse même pas trop le choix là-dessus, ou alors on y va sans filet, quoi. Enfin, moi, je prendrais pas le risque d'y aller sans filet, hein, je vous le dis franchement, parce que on est dans une société aujourd'hui où on aime bien les procédures. Hein. Un peu comme il disait pour la paille, hein, si vous avez, surtout sur les biosourcés, c'est déjà pas évident. Alors si vous avez quelques contre-exemples, bah là vous êtes pendant 10 ans, voilà, c'est plus la peine de lever le petit doigt, hein, ça sert plus à rien. On a eu tout au début du projet un contact avec un industriel mosellan, très intéressé, qui voulait se diversifier avec l'isolant en biosourcé. Et on a eu un très bon contact, et ce qu'il a fait reculer, c'est les mythes. Parce qu'il a fait un peu de recherche, je pense qu'il est tombé sur des cas où voilà, il y a eu certainement des huiles essentielles, j'en sais rien. Et un jour il nous appelle, il y a du risque avec les mythes. Ah, j'ai zéro risque, c'est anti-mythe. Non, on a vu dans les biblios qu'il y avait, ouais, ok. Donc c'est pour ça que je dis, je prendrai pas le risque, parce qu'en fait c'est contre-productif contre le développement après de notre filière aussi, quoi. Sur le test, il y a une durée de, c'est un petit peu comme pour tout, comme pour la FDES, vous avez une durée de vie qui est estimée pour un isolant de 20 ans. Donc eux, ils l'utilisent en vieillissement accéléré. Après, comme dit Stéphane, le risque zéro n'existe pas. On a exactement les mêmes questions pour le feu à chaque fois. Voilà, dans les marchés, c'est bien mis. L'isolant n'est pas destiné à rester apparent. Mais voilà, on fait attention. La laine, elle brûle très mal. Voilà, on n'est pas très inquiet là-dessus. Mais c'est vrai que sur les biosourcés, les questions autour des mythes, des rongeurs, du feu, l'histoire des 3 petits cochons, hein, je crois qu'elle nous a vraiment marqué. La maison en paille, il n'y avait pas de maison en laine de mouton, mais c'est tout comme. Mais c'est vrai que il y a quand même dans l'inconscient collectif beaucoup de réticences par rapport à ça. Il faut les lever. C'est pour ça que nous on est content quand il y a des maîtres d'ouvrage qui entre guillemets prennent le risque presque, en tout cas pour les premiers. On est content et justement montrer qu'il n'y ait pas de mauvais exemples, quoi, pour inciter les autres. Mais c'est vrai que c'est pas des questions simple, oui, sur la question anti-mythe. J'ai quand même une petite anecdote qui peut être rassurante, c'est que l'architecte nous a fait les travaux sur le premier bâtiment que j'évoquais là, avant dans le cadre de la petite commune, la salle des fêtes. Alors lui, il a jamais été question, quand il a pris le chantier, il n'a pas posé une seule question sur la laine, pour la bonne et simple raison qu'il en avait dans ses greniers depuis 30 ans, et pour lui, la laine de mouton, c'était tout sauf un sujet. Par contre, comment il fallait mettre la rampe, l'accessibilité PMR, voilà, réaménager la cuisine, voilà, vraiment son travail d'architecte sous d'autres aspects. Mais alors sur l'isolant, parce qu'au début avec le maire on tendait un peu le dos, mais zéro question, impeccable. Enfin, il a fait confiance. En plus, il a vu que c'était avec de la laine locale, donc il a trouvé qu'il y avait du sens dans le projet. Enfin, on n'a pas eu besoin de le convaincre. Si seulement tout le monde était comme ça, ce serait beaucoup plus simple. Mais oui, on n'est pas les premiers à faire ça. Hein. Il y en a d'autres qui le font en France, ou il y en a d'autres qui le font en Europe. Mais bon, on n'est pas sur un produit standardisé, on est sur du biosourcé, on est sur des éléments qui viennent de la nature, soit du monde végétal, soit du monde animal. Donc c'est vrai que d'une année sur l'autre, on évoquait la laine qui peut changer. Même vous voyez, d'une année sur l'autre, on voit des marques d'une année sur l'autre, pareil. Non, mais en retour d'expérience quand même. Enfin, je veux dire, il y a quand même des constructions qui ont 30, 40 ans. Il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, peut-être plus du côté belge, parce qu'en Belgique, ils ont quand même, ils ont déjà les usines, les outils, et ils ont développé beaucoup plus. Mais en discutant avec l'industriel belge, qui pour l'instant nous conçoit les panneaux, pas de retour négatif là-dessus, quoi. À partir du moment où il y a l'antimite, et puis alors la cloison, mais c'est juste ce que vous dites. Moi, il m'a fait la même réflexion. Il me dit de toute façon, c'est cloisonné. Comment tu veux qu'il arrive quelque chose? Ah ouais. Voilà. Donc il y a le risque au final. Mais c'est vrai que ce projet Interreg de travailler avec les Belges, notamment autour des biosourcés, nous on a trouvé. Moi au début, j'ai trouvé ça dingue quand même. Hein.
la différence de réglementation, ils sont beaucoup plus ouverts que nous sur le sujet, et toutes les questions que nous on se pose et qu'on leur pose parfois à nos partenaires belges, mais des fois ils hallucinent un peu sur les questions qu'on peut leur poser. Mais pourquoi on se pose autant de questions alors que quelque part on en pose beaucoup moins à des produits qu'on utilise dans notre quotidien tous les jours et qu'on n'interroge plus du tout en fait, et qu'on devrait peut-être interroger. Mais c'est vrai qu'il y a une différence, mais vraiment qui est vraiment flagrante, en tout cas sur le sujet-là. C'est vrai qu'on avait fait un voyage d'études, notamment avec Stéphane, avec le cluster éco-construction de Namur avec lequel on travaillait. Mais à chaque fois, on se disait, mais c'est quand même dingue. Ils arrivent à valoriser autant de produits naturels dans le bâtiment, alors que nous, dès qu'on avance d'1 millimètre, tout de suite, il y a des murs qui se montent devant nous, quoi. Et un des atouts de la laine, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais c'est un matériau très léger. Alors le soufflet, c'est l'intérêt de notre flocon, par exemple, en soufflet, en suspendu, en plafond suspendu haute, c'est top, quoi. Voilà. Là, vous êtes à 20 kg au mètre cube, voilà, 2 kg, vous mettez ça à 2 kg tous les 10 cm d'épaisseur, puis voilà, vous êtes tranquille, quoi. Donc c'est un matériau hyper léger, ça a des atouts dans certaines situations, quand même. C'est bien d'être le dernier, du coup on a pu dépasser l'horaire, puis sans avoir les videurs qui arrivent. Dernière question. Ouais. Ils achètent, Nous, on rachète aux éleveurs 2,50 €. Alors pour l'instant, pour être transparent, c'est 1,50 € aux éleveurs qu'on rachète. Tant qu'on n'a pas l'usine, en fait, il y avait eu un deal à avoir à un moment. On fait tout faire en presta. Si on veut se placer quand même dans le marché, parce que c'est pas parce que c'est biosourcé que ça se vend bien, il y a aussi pour ça, tout à l'heure, je posais la question du prix sur la paille, parce qu'il y a quand même une réalité économique, quoi qu'on fasse. Il y a un moment, il faut qu'on soit un peu dans les marchés. Et donc, sur la laine, en faisant faire par Cettelor et en faisant faire ça de très façon un petit peu artisanale, on était à la rue, quoi. En industrialisant le process avec les Belges, on a gagné un petit peu, et en demandant aux éleveurs de faire un petit effort pour continuer à se placer et à se faire connaître, aujourd'hui, on rémunère 1,50 €. Les Belges, ils sont à moins d'1 €. Hein. Ils sont à moins d'1 €. Mais en France, aujourd'hui, on doit être les seuls, je pense, et je sais pas que je pense, j'en suis sûr, je vais le dire, à avoir raisonné notre structure à partir de la rémunération des éleveurs. On doit être les seuls. Il y a un collègue dans l'Aveyron qui fait de l'isolant en rouleau, qui fait du paillage, paye pas les éleveurs, quoi. Pourquoi ? Parce que les gars, ils en ont plein les greniers, ils la donnent la laine. Hein. Moi, j'ai des éleveurs du Sud, ils sont prêts à m'envoyer leur laine, gratuitement. Mais c'est pas le cœur de notre truc, quoi. Notre démarche, c'est pas ça. Pour compléter par rapport à la Belgique, vous avez une structuration de cheptel qui est beaucoup plus petite. Quand vous commencez à avoir 1 tonne, 2 tonnes de laine chez vous, ça vaut le coup de se déplacer. Quand vous allez chercher 100, 150 kilos, au niveau coût, donc c'est aussi pour ça, ils sont prêts à rémunérer aussi bien que nous la laine. Le problème, c'est la structuration des cheptels. Quand vous avez des cheptels de 10, 15, 20, 30 moutons, vous avez un problème sur le transport. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous...